Gilles Bizet qui va me rejoindre et qui est donc ingénieur informaticien qui a travaillé qui travaille pour Orange Consulting, qui est une filiale d'Orange depuis 2009. C'est un cabinet de conseil en numérique et vous travaillez notamment à la transformation digitale des entreprises et pas que du groupe Orange. Donc vous allez nous parler, nous poser les enjeux du big data dans l'agroalimentaire avec la révolution numérique dans l'agriculture et notamment les 3 V, volume, vitesse et variété. Voilà, donc on va vous écouter sur ce sujet. Donc entrer maintenant un peu plus dans le cœur de l'agroalimentaire. Voilà, bonjour à tous. Alors, il y a des questions là qui m'ont bien intéressé. Je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure, mais j'aimerais bien apporter mon petit éclairage justement sur les référentiels et sur les architectures de systèmes. Je vais vous faire une présentation en 3 parties. La première partie, je vais aller assez vite parce que Vincent a déjà dit beaucoup de choses. C'est un peu pour essayer de remettre ça un peu dans le contexte de ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, je suis consultant, donc j'accompagne plein d'entreprises, notamment dans l'agroalimentaire, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui de nouveau à travers ces sujets de la data? Avec en plus, effectivement, je suis assez d'accord, comment est-ce qu'on vit à la fois le bordel, pour reprendre le mot, c'est un mot à la mode en ce moment en plus, du monde qui change, mais aussi comment on continue, nous, informaticiens, à faire tourner la boutique, à faire tourner des systèmes qui doivent tourner. On doit toujours facturer, on doit toujours faire en sorte que les systèmes soient disponibles et en fonctionnement. Donc, comment est-ce qu'on fait cohabiter sereinement ces deux mondes-là? Donc voilà, je vais faire un rapide tour d'horizon un peu high level sur ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde de la data. Après, je vais avoir une partie un peu plus didactique. Alors pardon pour les informaticiens, mais je pense que ça vaut le coup quand même de refaire une petite passe sur qu'est-ce qu'on entend par big data, avec des mots simples, essayer d'aller assez vite sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce vocabulaire big data. D'ailleurs, j'aime pas trop le mot, moi, big data, parce que big data, ça fait un peu big brother. Je pense que le choix marketing n'a pas été très bon sur ce sujet-là. Et puis, je finirai sur l'agroalimentaire, finalement. Pourquoi on est là? C'est-à-dire data et agroalimentaire, c'est quoi les bonnes questions à se poser? Et puis surtout, comment on démarre? C'est-à-dire, la vraie question, c'est ça, c'est qu'il se passe tellement de choses, ça va tellement vite. Comment on démarre? Comment on lance les sujets? Comment on met les acteurs autour de la table? Et comment on trouve les bons sujets pour éviter les grosses erreurs et puis au moins lancer le sujet. Il y a des consultants, j'en parlais tout à l'heure à table, mais il y a des consultants qui parlent parfois du syndrome de la grenouille dans la casserole. Vous connaissez cette histoire de la grenouille qu'on met dans la casserole et puis l'eau chauffe. C'est un peu ce qu'on vit avec le digital, c'est-à-dire qu'on sent bien que ça chauffe autour de nous, qu'il faut y aller, qu'il y a plein de sujets qui nous entourent, mais à quel moment on va sauter de la casserole? Est-ce qu'on attend finalement de brûler dans la casserole, mais à quel moment on va pouvoir décider de faire le saut? Et ça c'est un peu la question de tous les dirigeants d'entreprise aujourd'hui. On sait faire la grenouille, quoi. Voilà, exactement. Bon, ça c'est juste, on est tous conscients de ça, c'est un peu le tableau noir de l'agroalimentaire ou de l'agriculture de façon plus générale. On est d'abord, on est dans des métiers nobles, on est là pour nourrir la population, en même temps avec un contexte qui est très contraint par des tas de choses, par des contraintes financières, par des contraintes environnementales, par des contraintes de démographie. On a ça aussi à adresser et c'est pas simple. Et les technologies, le digital peut parfois être une aide pour adresser ce genre de problématiques qui dépassent évidemment le périmètre de chacune des entreprises. En même temps, je vais vite parce que beaucoup de choses ont déjà été dites sur le contexte et puis je pense que c'est des choses qui sont connues, c'est juste pour reposer un peu le débat, mais en même temps, il se passe beaucoup de choses. C'est un domaine, l'agroalimentaire, où il y a énormément d'innovation. Alors oui, c'est vrai, beaucoup plutôt aux États-Unis, mais on commence à voir énormément de choses en France. Je vous montrerai tout à l'heure un certain nombre de logos, dont d'ailleurs certains sont présents, je crois, ici aujourd'hui. Et ce n'était pas voulu, donc c'était déjà anticipé. Il y a beaucoup de projets déjà concrets qui se passent, peut-être à petite échelle parfois, mais qui sait ce que l'avenir sera. Il y a une population d'agriculteurs et de personnel dans l'agroalimentaire qui change. Mais ça, c'est aussi un problème de génération largement partagé. Les nouvelles générations, on parlait du mail tout à l'heure, par exemple. Moi, j'ai des enfants qui ont
16 et 20 ans, le mail, ils ne l'utilisent pas. On a changé de monde déjà. Ils sont dans les réseaux sociaux. Ils font parfois un peu la même chose que ce qu'on fait avec les mails. N'empêche qu'ils utilisent Facebook, ils n'utilisent plus le mail. On se pose même la question si ça va... ça va mais bien sûr, perdurer, et dans les entreprises, on a énormément de projets évidemment autour des réseaux sociaux et on a des problèmes de génération. C'est-à-dire que moi je travaille sur des projets où certains continuent à utiliser le mail et d'autres les réseaux sociaux. Et bon, donc, il y a des changements liés aussi à ces problèmes générationnels évidemment. Je cite aussi trois projets en cours que je vous invite, je ne vais pas vous les détailler, mais que je vous invite à aller voir sur le net. Et en plus, ce sont des projets qui sont soutenus par Valorial, donc c'est plutôt sympa et ça se passe chez nous, dans notre région. Mais qui sont assez significatifs de ce qui peut se passer quand on accepte comme le disait Vincent, d'ouvrir un peu son horizon et de travailler avec d'autres. C'est le projet Mitilab, piloté par Solina. Alors il y a plein d'acteurs, je ne les ai pas tous mis parce que je n'avais pas la place. J'en ai mis 3. Mais c'est un projet super intéressant. Donc Solina, ils font des produits, des sauces, etc. à partir de plein d'ingrédients. Et donc leur sujet, c'était comment est-ce que je peux réfléchir à la fois sur l'innovation, sur mes ingrédients, et comment les technologies peuvent me permettre de trouver les bonnes formulations. Et ils ont créé un groupe de travail assez large. Tu connais peut-être toutes les entreprises qui sont dedans, mais en tout cas, tapez le Metilab sur net, vous allez trouver les fiches projets. Et ils ont mis autour de la table des tas d'entreprises pour réfléchir ensemble à comment les technologies peuvent m'aider, moi, Solina, à trouver les bonnes formulations. Et ça, une fois qu'on a dit ça, vous voyez bien que c'est une réflexion qu'on peut avoir à l'intérieur de l'entreprise, mais si on n'a pas si les ingrédients qu'on achète ne viennent pas eux-mêmes avec des données numériques, et des données numériques, on parlait de référentiels, que l'on saura analyser et analyser conjointement avec d'autres données, on ne va pas arriver à la fin de ce qu'on veut avoir comme résultat. Donc, le travail collaboratif, il est essentiel lorsqu'on veut trouver de la valeur à plusieurs sur un même sujet. Deuxième exemple, Nugen, bon, ça c'est pareil, c'est des gens qui sont assez en avance sur la data dans le monde de l'agroalimentaire, c'est le groupe Evolution, hein, avec des sujets autour de la génétique, la nutrition animale. Donc là aussi, projet très intéressant à regarder. Et puis un autre projet à Finao, où là on voit qu'on peut aussi utiliser les nouvelles technologies pour encore améliorer le process industriel. L'idée là, c'est d'essayer de mieux comprendre comment les trous se forment dans les mentales et comment est-ce qu'on peut améliorer et mieux calibrer la taille des trous dans les mentales. Donc des choses se passent déjà aujourd'hui. Autre chose qui a déjà été dite, c'est un peu la même chose que je disais tout à l'heure avec le symbole de la grenouille. On est dans un monde qui devient de plus en plus logiciel. Il y a quelqu'un d'assez connu, je ne sais pas si vous connaissez, si vous vous rappelez d'un navigateur qui s'appelait Netscape. Le créateur de Netscape, en 2011, je crois, avait déclaré le software est en train de manger le monde. Netscape a disparu, c'est un peu devenu Mozilla, Firefox, etc. Mais lui a continué son chemin et reste une parole importante dans le monde des technologies. Aujourd'hui, il déclare en 2017, le logiciel est en train de programmer le monde. Et je crois qu'il y a un peu de ça derrière. C'est-à-dire que le logiciel est présent partout, à la fois dans nos vies personnelles et dans nos vies professionnelles, et ce sera de plus en plus vrai. Donc ça ne sert à rien de se cacher sous le sable. Ça vient, ça existe. Autant le regarder et essayer de trouver avec ça quelle valeur je peux créer pour mon entreprise. Trois petites illustrations pour illustrer aussi ce monde qui change. Le premier, c'est que pour ceux qui s'intéressent à l'astronomie, on peut être amené à regarder le même objet, la même planète, la même étoile, avec un télescope. Si ce télescope n'est pas connecté ou si ce télescope est connecté, on a beau regarder la même chose, on n'a pas du tout le même résultat. Lorsqu'on est connecté, on peut être connecté à l'Internet, connecté à tous les travaux qui ont pu être faits précédemment sur cet objet, et du coup, avoir un regard sur le même objet qui est complètement différent. Et pourtant, on regarde la même chose.
Deuxième exemple que vous connaissez aussi tous, on est passé du monde de, j'aurais pu même remonter un peu dans le temps, mais enfin du monde de l'épicerie du coin, avec qui on avait une relation particulière, à la grande distribution qui a vraiment, depuis une quarantaine d'années, changé complètement la relation à la consommation. Et puis aujourd'hui, on voit des acteurs comme Amazon, on parlait tout à l'heure d'Amazon Fresh, il y en a d'autres, hein. Google, vous verrez tout à l'heure, s'intéresse aussi à l'alimentaire. On a beau acheter la même chose, on le fait complètement différemment et avec une relation fournisseur-consommateur complètement différente. Avec d'ailleurs des choses qui sont d'un changement positif, la rapidité, on disait tout à l'heure Amazon Fresh, voilà, ça va vite, on est sur son smartphone, on commande, c'est livré, très bien. Mais aussi une perte de relations humaines qu'il ne faut pas non plus nier et qu'il faut savoir traiter. Et d'ailleurs, certaines entreprises revalorisent aussi, ils mettent de l'humain dans le digital, pour ne pas paraphraser un slogan d'Orange sur le sujet. Donc là aussi, dans la relation, et ça c'est vraiment fort, hein, je le dirai sans doute en conclusion si je n'oublie pas, mais le sujet de la data, ce n'est pas un sujet uniquement d'informaticien, loin de là. La relation entre le consommateur et le fournisseur et la relation avec les métiers, elle est fondamentale. Et elle est au cœur de ces sujets-là. Et puis le troisième élément qui illustre un petit peu la partie vélocité des 3V du Big Data, vous avez vu comme moi qu'il y a quelques années, les machines ont battu les meilleurs joueurs d'échecs au monde. Il n'y a pas si longtemps, je crois qu'il y a 2 ans, ils ont battu les meilleurs joueurs de Go du monde. Et l'année dernière, ils ont réussi à battre les meilleurs joueurs de poker. Ce qui veut dire que... Et là, on a des technologies Big Data. Pourquoi? Parce que lorsqu'on joue au poker, il y a un mécanisme d'apprentissage et la machine a été capable de bluffer. Donc, tout ça pour vous dire que l'informatique va très vite. On sait faire des choses avec un téléphone qu'on savait faire avant avec un ordinateur qui prenait presque la place de cette salle. Et ça, aujourd'hui, c'est devant nous, ça existe. Il faut savoir en profiter. Encore faut-il choisir les bons sujets. Donc les 3 V, volume, vitesse, variété. Oui, on verra qu'il n'y en a pas que 3. On peut en rajouter d'autres. Mais en tout cas, c'est comme ça, en général, qu'on présente le Big Data. Et je reviendrai tout à l'heure sur la définition du Big Data. Maintenant, je vais vous raconter quelques petites histoires que je trouve intéressantes. Et en plus, qui sont dans l'actualité, parce que Monsanto est dans l'actualité. Et d'ailleurs, souvent dans l'actualité, et pas forcément pour des raisons positives. En tout cas, ça, c'est une histoire 3 histoires qui illustrent un petit peu le sujet de la data et des partenariats et de la transversalité dont on parle depuis le début. En 2006, 2 ingénieurs de Google, boîte technologique que tout le monde connaît, créent une société, sortent de Google, donc, et créent une société qui s'appelait à l'époque Weather, je ne sais plus quoi d'ailleurs, et qui consistait à dire on va mettre à disposition d'entreprises spécialisées des données météorologiques, notamment en essayant d'anticiper les aléas climatiques. Et leur idée, dans un premier temps, ils étaient fans de ski, c'était surtout d'adresser les stations de ski pour dire on va pouvoir, à travers ça, anticiper la présence ou pas de neige, la chute ou pas de neige, la présence ou pas d'avalanche, et comme ça, on va pouvoir informer les utilisateurs. Et dans l'idée, ils avaient aussi potentiellement la cible de fournir des assurances. Voilà. Vous achetez des vacances au ski, voilà. Ou d'avalanche, ou bien simplement vous achetez des vacances et puis il n'y a pas de neige. Voilà. Ils montent cette société en 2006 et finalement ça ne marche pas très fort. Et en 2010, ils changent un peu leur cible et ils s'adressent aux agriculteurs et ça marche bien. Les agriculteurs sont friands du sujet et du coup ils créent une assurance et en 2015, donc très peu de temps après, ils ont 45% des surfaces cultivées sur le continent américain, sud et nord, en maïs et en soja, sur lesquels ils ont installé des capteurs, ils fournissent des données météorologiques et ils vendent des assurances aux agriculteurs sur 45% des surfaces cultivées en maïs et en soja. Vous imaginez les surfaces que ça fait. Évidemment, Monsanto en tout cas s'intéresse à ce sujet et rachète la société qui s'appelle The Climate Corporation pour un peu plus d'1 milliard de dollars. Et tout ça, ça marche bien. Et là, Monsanto vient le The Climate Corporation, qui a gardé son nom d'entreprise d'ailleurs, vient de racheter une société
dans le monde de l'irrigation pour compléter son offre. Tout ça pour vous dire que vous voyez qu'il y a au départ 2 ingénieurs de Google, orientés technologie, qui finalement viennent et trouvent leur marché sur le monde de l'agriculture, puis Monsanto vient, enfin bref, on voit ici une création de valeur à plusieurs qui trouvent son marché rapidement sur une idée très simple au départ. Je vais aller moins dans le détail sur Uber, mais Uber a créé il n'y a pas si longtemps, en 2014, Uber Eats, c'est-à-dire qu'avec Uber, tout le monde connaît, je ne vais pas vous détailler ce que fait Uber, mais et Uber Eats, ils savent maintenant utiliser les véhicules Uber pour livrer des repas à domicile. Voilà, extension d'un savoir-faire sur un autre marché. Et ça marche. Ils sont présents à Paris. Ils ont développé ça aux États-Unis, mais ils sont présents déjà aujourd'hui à Paris. Alors, je passe sur les problèmes, d'ailleurs, de Monsanto et d'Uber, sur les problèmes juridiques qu'ils ont actuellement, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet, et je pense qu'il ne faut pas aller, entre guillemets, il ne faut pas les lâcher sur ces problèmes-là, parce qu'il y a des vrais problèmes juridiques derrière. Mais en tout cas, d'un point de vue marché, ils trouvent leur marché. Et troisième exemple, Amazon, ça c'est peut-être le plus bel exemple, on en a parlé tout à l'heure, d'évolution dans le monde de la technologie depuis la création d'Amazon, hein, qui au début vendait effectivement des livres et qui aujourd'hui est un des acteurs majeurs dans le domaine de l'informatique. Tout le monde ne le sait pas, mais c'est un des acteurs majeurs. Ils fournissent des serveurs online, je dirais. Et puis, ils ont, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petits objets là, qui s'appellent des dash buttons. Vous voyez qu'il y a 4 boutons qui sont poussés chaque minute aux États-Unis. C'est quoi le concept? C'est de dire que lorsque, par exemple, vous achetez une machine à laver, le vendeur de machine à laver a passé un accord avec le vendeur de lessive et vous avez un petit bouton. Et lorsque vous faites votre machine et puis votre lessive et vous vous rendez compte que vous n'avez plus de produits pour faire votre lessive, vous appuyez sur le petit bouton qui en plus a un petit aimant et qui est collé sur la machine. Ce bouton est automatiquement connecté à votre compte Amazon qui commande et éventuellement qui vous propose d'ailleurs une promotion sur votre smartphone sur le meilleur produit de ce que vous dans vos préférences et qui automatiquement, en un temps record, vous permet d'être livré dans l'après-midi sur le produit dont vous avez besoin pour faire votre lessive. Et ça, ils l'ont utilisé pour des tas de produits qui permettent rapidement de faire une connexion entre le site de vente d'Amazon, le produit que vous vendez, et du coup, ils créent un tissu de relations avec des tas de partenaires, et finalement, quand vous regardez la littérature qu'il y a derrière, ce qui les intéresse derrière ça, ce n'est pas tellement le chiffre d'affaires qu'ils font en plus. Ce sont la connaissance qu'ils vont avoir des habitudes de consommation des gens qui appuient sur le bouton. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a plusieurs boutons dans une maison, on sait que la personne a commencé par appuyer sur tel bouton, puis sur tel autre, qu'il a une préférence pour tel produit, tel produit. Ils en analysent, ils en font des statistiques, et du coup, avec cette connaissance client, ils ont une approche du consommateur complètement différente. Encore une fois, sur ces sujets-là, il y a 2 enseignements qu'on peut tirer. La puissance que peuvent avoir des acteurs comme ça qui maîtrisent les technologies, mais aussi la peur que ça peut susciter, à la fois pour les entreprises du secteur qui voient des acteurs comme Amazon venir sur ce terrain-là, mais aussi pour le consommateur. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte ou pas aujourd'hui qu'un acteur connaisse précisément notre comportement et est-ce que nous, on a les capacités de dire stop à un certain moment? Tous ces sujets-là sont autour des sujets de la data. Alors, ce sont des sujets plutôt outre-Atlantique, mais bon, Amazon, c'est arrivé, Uber, c'est arrivé, Monsanto, tout le monde connaît. Hein. C'est quand même des sujets qu'on a aussi chez nous. Et puis, bon, il y a une étude qui a été faite par le Sénat en 2015 qui est assez intéressante, qui dit attention, chez nous, ça arrive et ça arrive vite. Et il y a des acteurs qui disparaissent. Monsieur disait tout à l'heure que c'était des acteurs qui disparaissaient aux États-Unis, mais chez nous, on en a connu. Hein. Kodak, ça n'existe plus. Bon, je vais peut-être aller vite là-dessus, mais je vous ai juste mis un petit récapitulatif, alors c'est pas exhaustif évidemment, de ce qui s'est passé cet été, hein, pour montrer que tous les jours, il y a des choses qui arrivent. Tous les jours, on a des nouvelles. Nous, on a des outils de
veille qui nous abreuve de nouvelles sur des sujets qui nous intéressent, dont la data. Tous les jours, on a évidemment des informations qui nous disent tiens, tel acteur a disparu, tel acteur a racheté tel autre, etc. Regardez, Amazon vient sur la grande distribution avec un partenariat avec Whole Foods, et donc c'est plutôt une marque qui fait du bio et qui était une marque plutôt vue comme une marque haut de gamme aux États-Unis. Et ils arrivent à baisser les prix et à prendre des parts de marché sur le marché du bio aux États-Unis. Même chose, Google, autre grand acteur de la technologie, vient sur le monde de la grande industrie en faisant un accord avec Walmart. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre? Amazon, encore le même acteur, via un outil qui permet de la reconnaissance à la voix, commence à fournir des outils que vous pouvez utiliser chez vous. D'ailleurs, ils appellent ça, j'ai mis HomeOS, c'est-à-dire le système d'exploitation de la maison. C'est un outil qui permet, via des objets connectés, d'être connecté avec des tas d'objets dans la maison. Et là encore, ce qu'ils cherchent à faire à travers cet outil, évidemment, c'est de vendre cet outil-là, mais c'est de connaître les habitudes des consommateurs. Ces choses-là sont déjà en vente. Ça marche. Je vous passe les sujets qu'on a vécus aussi, qui sont, j'ai mis deux exemples du Telegram, sur les œufs contaminés et puis sur les histoires du glyphosate qui sont encore d'ailleurs dans l'actualité d'hier. Mais voilà, tous ces sujets-là aujourd'hui nous entourent et il faut savoir aussi trouver les bons sujets à la lumière de ce qui se passe autour de nous. Je vous disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui se passent en France. Voilà, une somme de logos avec des expériences très différentes, mais je ne sais pas si les supports seront fournis, mais allez voir en tout cas, allez voir les différents logos. Il y a des choses vraiment très intéressantes qui se passent chez nous, hein, avec des acteurs très différents. J'ai mis ici un peu les idées qu'il y avait derrière. Donc il y a Foodgenius qui est un site qui permet d'avoir des données sur la consommation. Il y a des histoires vous pouvez faire des diagnostics de compétitivité de votre entreprise online. Vous pouvez évidemment faire de la location de matériel. Vous pouvez, avec la ferme digitale, avoir une association qui vous aide dans votre transformation digitale sur un sujet particulier. Vous pouvez faire de la traçabilité avec des sociétés comme... alors, il y en a plein qui font ça, hein, mais j'ai choisi deux exemples que je connaissais et que je trouve assez parlants, que sont Ecomiam et Olivienco, qui vous permettent justement d'avoir une relation avec le produit et donc une relation avec le consommateur complètement nouvelle, et qui permettent, dans un monde comme l'agroalimentaire, où on n'a pas cette relation directe avec le consommateur, parce qu'on passe massivement par la grande distribution, et donc cette relation, elle est phagocytée, je dirais, par les grands distributeurs. Ça permet, à travers cette nouvelle relation avec l'utilisateur, de retrouver un lien avec le consommateur. Mais il peut y avoir aussi des sujets beaucoup plus tournés vers l'interne, c'est-à-dire des choses qui vous permettent de faciliter le travail de vos employés. Nous, chez Orange, alors là, c'est de l'anglicisme aussi, on a l'habitude de parler de digital outside quand c'est tourné vers la clientèle et de digital inside quand c'est tourné vers l'intérieur. Mais quand on parle d'expérience client, il y a aussi une expérience salariée qu'il ne faut pas oublier. Et c'est vraiment très important parce qu'on ne peut pas être pertinent à imaginer des services digitaux pour les clients si soi-même en interne, on n'a pas un petit peu expérimenté l'intérêt et l'usage de ces différents outils. Voilà, donc allez voir les différents logos, vous allez voir, il y a des choses vraiment, vraiment très intéressantes. Alors ça, je voulais quand même parler d'un exemple qu'on a fait nous, chez Orange, et qui nous a valu d'ailleurs un prix l'année dernière au SPACE, peut-être que certains connaissent déjà, mais qu'on a appelé le Big Data, qui est une expérience assez significative, parce qu'on a mis dans la même salle des ingénieurs R&D de chez nous, et donc il n'y a pas plus informaticiens que des ingénieurs R&D de Lannion, qui sont vraiment tous les jours dans l'informatique et dans la data, et on les a mis en face d'éleveurs de porcs. Autant vous dire qu'au début, les discussions, elles n'étaient pas simples. Les métiers ne se connaissaient pas. Et l'idée, c'était, avec des questions très basiques des éleveurs, de dire, nous, écoutez, nous, on a plein de données, on sent des trucs, parce qu'on est dans le métier depuis très longtemps, on sent des trucs, mais on n'arrive pas à le prouver. C'est que essayer de nous trouver un moyen pour prouver qu'il vaut mieux élever nos cochons sur de la paille ou sur du caillebotis et que ça va permettre d'améliorer le rendement, on aura moins de maladies, etc., etc., etc.
Et donc, bah, on a commencé à essayer de récupérer toutes les données dont on disposait dans les élevages, les mettre dans une grande marmite, les touiller et d'essayer de voir ce qu'on pouvait en sortir. À la fin, on a réussi effectivement à prouver ce que les éleveurs pressentaient. Donc bon, somme toute, on n'a rien inventé, on n'a rien trouvé de nouveau. On a réussi à le prouver. Par contre, à travers ça, ce qui a été intéressant, c'est surtout deux choses. C'est un, pour revenir sur le sujet des référentiels, je pense que c'est lié. Le gros problème qu'on a eu, c'est la qualité de la donnée saisie dans les différents élevages. Ça a été un gros souci de réussir à faire des corrélations entre les différentes données. Ça, c'est un vrai sujet, j'y reviendrai. Et la deuxième chose, c'est qu'on a développé à travers ça des outils, à travers les technologies Big Data, qui ont permis à l'éleveur de se promener avec un smartphone dans son élevage, pour vous montrer ce qui existe aujourd'hui. Via un smartphone, on peut se promener devant les différents box où il y a les cochons. L'information descend par la lampe via une technologie qu'on appelle l'IFI. On sait faire aujourd'hui de transfert de données par des lampes qui étaient numérotées. Et donc chaque lampe représentait un box dans lequel il y avait une truie avec ses petits. Et donc on avait de la donnée qui remontait. Ensuite, c'était connecté à un réseau LoRa qui permettait aussi, avec certains capteurs, de remonter des données sur une Livebox qui elle-même était connectée à l'Agnon sur le serveur et qui collectait les données et qui les analysait. Tout ça, aujourd'hui, ça a été fait assez rapidement avec des technos qui ne coûtent pas cher. L'idée de départ, elle est assez simple. Après, il suffit d'avoir les bons ingénieurs derrière qui savent mettre bout à bout ces différentes technos, mettre de l'intelligence et trouver les résultats. La grosse difficulté, encore une fois, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que ça vous concerne vous tous, et notamment les directeurs informatiques de vos sociétés ou les responsables informatiques, c'est qu'on ne pourra rien faire si la donnée de base n'est pas une donnée de qualité qu'on puisse analyser. Quand vous faites une recherche sur Google, parfois vous avez plusieurs pages de résultats, toutes les pages ne sont pas pertinentes. Il est peut-être le temps de faire une petite pause avec la petite vidéo, histoire de vous montrer aussi que la valeur, je l'ai déjà dit, mais ça va être illustré ici, elle est dans le partage et dans le fait de se dire peut-être qu'à deux, on sera plus pertinent que si j'essaie de répondre à ça tout seul. C'est un peu la problématique dans l'agroalimentaire, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs et qu'ils ne partagent pas forcément l'information. Ouais, c'est un peu ce que vous venez de démontrer avec le Big Data, la sauce. Ouais. On peut lancer la... En 2014, la France a reçu 540 000 impacts de foudre. Ces impacts de foudre sont autant de risques pour votre installation Livebox et pour vous de vous retrouver sans Internet, téléphone, ni même télévision. Or, personne n'aime être privé de ces moyens de communication. C'est pourquoi Orange, à partir des données transmises par Météo France, anticipe en mettant en place un système d'alerte géolocalisé. Toutes les 3 heures, Météo France transfère ses prévisions au data center Orange qui les analyse pour ses clients et déclenche une alerte si besoin. Dès l'information traitée, Orange prévient par SMS ou par mail les personnes concernées par la zone d'orage afin qu'ils débranchent leur Livebox à temps et qu'ils laissent passer tranquillement l'orage. Si toutefois vous n'étiez pas en mesure de le faire, Orange, à partir d'une zone d'impact délimitée et de l'intensité de foudroiement transmise en temps réel par Météorage, établit un diagnostic après plusieurs heures de non-fonctionnement et vérifie avec vous par SMS si la box est bien hors d'état de fonctionner. Puis, le cas échéant, convient avec vous des modalités de remplacement de votre Livebox pour un échange en boutique ou en point relais. En 2014, Orange a envoyé plus de 6 millions de mails et 7 millions de SMS pour prévenir ses clients. 204 000 alertes ont été envoyées après suspicion de Livebox foudroyée, dont 18 659. Il n'y a plus de son, mais enfin bon, ça... Voilà, donc en fait, on voit ce qu'on peut faire en
en combinant des données d'Orange avec des datas météo. Et on imagine aussi que dans l'agroalimentaire, on pourrait jumeler justement certaines données météo. Je pensais, voilà, quand on vend de la glace, de la soupe, des saucisses pour le barbecue, ça peut être intéressant. On change d'alimentation forcément avec la météo. Donc ça pourrait être sympa de savoir que tiens, là il y a une période de canicule, là il va faire plus froid. Et, oui, enfin, sans dévoiler les choses, on a rencontré pas mal d'entreprises du monde de l'agroalimentaire et certains, par exemple, sociétés très connues et qui vendent des saucisses, nous disaient la même chose. Ils disaient si on pouvait effectivement un peu, c'est très simple, mais en tout cas c'est pas fait aujourd'hui. Simplement anticiper avec la météo les week-ends où il fait beau pour pouvoir approvisionner les magasins avec un peu plus de saucisses pour les barbecues, ça pourrait être une solution pour nous. Mais c'est des sujets très très simples comme ça. Comment ça fonctionne? Enfin, je viendrai tout à l'heure, mais comment on fait en fait nous, consultants, quand on débarque dans les entreprises? On essaye. Et c'est peut-être ça le plus difficile. On essaye de mettre autour de la table le maximum de gens de l'entreprise. On ne travaille pas que avec la direction R&D, pardon pour les gens qui sont de la R&D. On ne travaille pas que avec les directions informatiques, pardon pour les informaticiens. On essaye. Et c'est là qu'on trouve la valeur de travailler avec le maximum de gens pour trouver les bons sujets simples, des sujets très pragmatiques, et de regarder déjà qu'est-ce qu'on a comme données sans réinventer des choses compliquées. Trouver déjà les données, et on en trouve des données qu'on a dans les entreprises, et on s'aperçoit à chaque fois que les gens se disent mais ah bon, tu as ces données-là toi, mais moi ça m'intéresse. Ils ne sont pas forcément au courant. Peut-être que le seul qui est un peu au courant de ça, c'est l'informaticien, qui lui voit un peu toutes les données qu'il y a dans l'entreprise. Et encore, parce que sur des chaînes de production, j'ai fait l'expérimentation, hein, on ne sait pas forcément, on a acheté des machines qui découpent, qui mettent qui emballent, etc., qui contiennent des données, sauf que c'est des systèmes propriétaires, on n'a pas forcément accès, c'est phagocyté par les éditeurs, et il y a de la valeur là-dedans. Et c'est vrai que sur la météo, je repense à une interview que j'avais faite de M. Tribala, de Olivier Clanchin, qui disait qu'il avait lancé une marque de glace un été complètement pourri, et donc voilà, forcément son lancement n'avait pas tout à fait marché comme il aurait fallu. Donc on verra tout à l'heure, on peut parfois décaler des lancements en fonction de la météo et se dire que c'est peut-être pas cette année qu'il faut la lancer, mais garder ça pour l'année prochaine en fonction des datas. Ouais. Alors avant d'arriver sur le sujet précis de l'agroalimentaire, je pense que c'est ce qui vous intéresse, très rapidement, hein. Quelques définitions sur le big data. La première, donc on a parlé des 3V tout à l'heure, c'est vraiment ça qu'il faut voir, hein. La grande nouveauté pour un informaticien, le big data, c'est pas nouveau. La data, c'est au centre de l'informatique depuis qu'on fait de l'informatique. Enfin, on ne fait pas d'informatique s'il n'y a pas de données. Enfin, voilà. Après, ce qui est vraiment nouveau avec le big data, c'est qu'on s'est traité des volumes beaucoup plus conséquents. Encore une fois, prenez l'exemple de Google qui parle à tout le monde. On s'est traité une variété de données beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus diverses. Avant, on avait essentiellement des données qui étaient d'abord, produites par les entreprises et stockées dans des bases de données, donc avec des données très structurées, nom, prénom, adresse, chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, on sait traiter des volumes qui sont, par rapport aux 90% de données créées dans les 2 dernières années, ce qu'il faut aussi voir, c'est que 80% de ces données-là sont créées par le particulier. Donc, et ce n'est pas forcément des données qui ont tout un intérêt pour les entreprises. Il faut faire attention aussi à ça. Il y a tout un imaginaire derrière la data qui peut faire peur. Il y a des données qui sont... alors, si vous allez un peu sur Facebook, tout n'est pas super intéressant pour les entreprises dans ce qui se passe sur Facebook. Il faut faire aussi attention à ça. Il y a énormément de données, mais il faut trouver là où la donnée a de la valeur. Ça, c'est la variété. Vélocité, j'en ai parlé ça c'est évident, hein, sur la rapidité de l'informatique. Et après, il y a 3 autres V qu'on voit parfois sur la big data. C'est rien n'est intéressant à analyser s'il n'y a pas de valeur à la clé. Premièrement, la véracité, c'est tout ce qui a trait à la sécurité, ce qu'on appelle la data privacy, c'est-à-dire la protection des données personnelles, avec les nouvelles lois en plus européennes qui nous contraignent sur ce sujet-là. Et puis le dernier, c'est la visualisation. La donnée n'a pas de sens si on n'arrive pas à visualiser ce qu'on a envie de voir. Et là aussi, il y a énormément de progrès en informatique sur la visualisation. Donc voilà les 6 V qu'on peut voir autour du big data. Autre sujet, c'est une proposition de structure. Après, on pourrait trouver une autre façon de dire, mais tout ça pour vous dire que dans big data, il y a data. Et data, il faut bien aussi regarder de quoi on parle quand on parle de data. Il ne faut pas oublier les données
qu'on appelle données legacy, c'est-à-dire les données de l'entreprise qui sont là depuis très longtemps, qui sont les données d'identité, vos bases clients, vos bases tarifs, vos bases produits, etc. Ça reste de la donnée évidemment fondamentale pour l'entreprise. Et puis il y a tout le reste, c'est-à-dire les données d'interaction que vous avez entre l'entreprise et le reste du monde, fournisseurs, clients, partenaires, concurrents. Les données d'usage et comportementales de vos... Alors, si vous êtes dans le B2B, ça peut être vos partenaires, et quand vous êtes dans le B2C, les consommateurs. Là aussi, voilà, des données qui circulent sur Twitter, sur Facebook, peuvent avoir un intérêt. Bon, je ne vais pas détailler, il y aurait plein de choses à dire, mais je n'ai pas trop le temps de m'étaler là-dessus. À la limite, s'il y a des questions tout à l'heure, je vous répondrai. L'Internet des objets, évidemment, qui est au cœur de la data et aujourd'hui, mais surtout demain, hein, ça va très très vite sur Internet des objets. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, toutes les données qui sont mises en libre service, qui peuvent avoir du sens sur l'open data. C'est important aussi de regarder la data avec ces différentes typologies de sujets, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes acteurs en face. Autre point important, à mon avis, sur le big data, c'est qu'on est passé d'un monde assez statique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait au monitoring, c'est-à-dire on savait faire des tableaux de bord. La direction nous disait, ben voilà, toutes les semaines, j'ai besoin d'un camembert avec telle et telle et telle chose, et nous, les informaticiens, on faisait en sorte de pouvoir sortir les bons camemberts pour que la direction puisse prendre ses décisions. Donc on était tout le temps dans du constat, et on décidait, et on reconstatait, et on décidait. En fait, on était sur des systèmes de planification. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On a envie d'anticiper les choses, de prévoir les choses, et ça tombe bien. On a fait un lien, un mariage entre les techniques informatiques data et les techniques d'intelligence artificielle, et on a aujourd'hui des outils qui permettent de faire de la prédiction, par de l'analyse statistique, par de l'apprentissage de comportement, etc. Donc on a passé une étape supplémentaire. On avait fait d'ailleurs à Valorial une démonstration sur ce sujet-là, sur une plateforme de prédiction qui nous a permis à nous de diminuer la perte de clients sur Orange Espagne de 40% en quelques mois. C'est pour montrer que ça marche, quoi, que ça marche. Je crois que c'est le dernier sujet sur les définitions du big data. On a parlé donc des différentes typologies de data. La data, ça a aussi un cycle de vie. Et là encore, il faut regarder chaque étape du cycle de vie. Et à chaque étape, il peut y avoir de la valeur apportée. Il faut y réfléchir en atelier. Sur la phase de collecte, on peut imaginer collecter des données dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Le stockage, on stocke chez nous, on stocke dans le cloud. Comment on fait ? Combien ça coûte? Quelle valeur on peut en retirer? On parlait de Gmail tout à l'heure par rapport à un exchange entreprise. Ben oui, on peut se poser la question de savoir est-ce que je mets mes données dans messagerie dans le cloud ou pas? C'est quoi les impacts? Une phase importante qui est souvent oubliée, c'est la phase de nettoyage. Ça, c'est vraiment aujourd'hui, en tout cas, peut-être que demain ça changera, mais aujourd'hui, c'est une phase qui est assez chronophage et qu'il est bon d'anticiper, chacun chez vous, si vous voulez vous lancer dans les projets data, commencez à regarder et à communiquer à l'intérieur de l'entreprise. C'est quoi un identifiant client? Si possible, essayons d'utiliser le même pour pouvoir être sûr que demain, si on veut croiser les données, ce soit plus facile. Sinon, effectivement, les informaticiens, je ne sais plus qui a intervenu tout à l'heure, s'arrachent les cheveux. Comment on fait le lien entre tel et tel système parce qu'on n'a pas les bonnes API, on n'a pas les bons formats, etc. C'est important d'anticiper les choses. Donc ça, on peut le faire sans avoir aujourd'hui de projet data. Et puis après, les phases d'analyse et de décision à partir de l'analyse. Alors c'est ça le dernier sujet. Le dernier sujet, c'est que la data, c'est pas l'appareil, encore une fois, ça n'est pas un sujet que d'informaticiens. Et c'est pareil, les informaticiens, souvent, ont l'habitude de siloter les choses, comme dans les entreprises. Il y a des spécialistes, il y a des spécialistes de l'ERP, il y a des spécialistes du cloud, il y a des spécialistes de la data, il y a des spécialistes des réseaux, etc. Non, la data, c'est un sujet, tous les sujets doivent être mis sur la table. On ne fait pas de data sans réseau, par exemple. Donc il faut aussi maîtriser le réseau. Et puis il y a des sujets connexes, évidemment Internet des objets. Il n'y a pas des gens dédiés à Internet des objets et des gens dédiés data. Bien sûr, il y a des experts, mais il faut qu'ils travaillent ensemble. Les sujets réseau, donc avec les nouveaux réseaux type Sigfox ou LoRa, sont aussi un vrai sujet dans l'industrie. Et puis la blockchain, qui paraît a priori un peu à part, mais non, parce que blockchain, qui dit blockchain, dit solution qui permet de faire de la traçabilité. La traçabilité sur, par exemple, de la traçabilité de la qualité produit, mais aussi, ce sont des outils. Le départ de blockchain, c'est le Bitcoin.
Ça vous parle, Bitcoin, c'est la monnaie électronique. C'est ça le départ de la blockchain. Donc, blockchain, c'est un outil de financement. Et il y a déjà des acteurs, des startups, qui fournissent des mécanismes de financement sur la base de la blockchain pour l'agroalimentaire. Alors, ça ne se passe pas chez nous, ça se passe en Australie. Mais bon, c'est bien que ça nous arrive un jour. Vous cliquez sur le site et vous avez accès à l'offre de service. Ça va forcément débarquer un jour ici, un jour ou l'autre. Et ça... C'est la désintermédiation, la blockchain, si on explique rapidement. Mais tous ces sujets-là, de toute façon, à l'intérieur de ces sujets-là, on parlait de nouveaux métiers tout à l'heure, il y a des nouveaux métiers et il y a forcément aussi des métiers qui vont soit changer, soit disparaître. Ça ne sert à rien de se voiler la face. On le sait. On ne sait pas lesquels, mais en tout cas, il faut les anticiper. Il faut regarder ça en face et les anticiper. Et typiquement, effectivement, la blockchain, pour les banques, c'est un sacré sujet. En plus, nous, Orange lance Orange Bank aujourd'hui. Donc, voilà, un opérateur devient opérateur bancaire aujourd'hui. Oui, ce qui paraissait il y a 15 ans totalement improbable. Illusoire. Voilà. Et puis, je vous ai mis en bas une petite photo que j'aime bien, c'est l'évolution. Vous voyez qu'en 2005, on mettait 128 mégas sur une smart card, et puis aujourd'hui, on en met 256 gigas. Et c'est fait la même taille. Alors, c'est pourquoi on fait tout ça? Pourquoi la data? À quoi ça sert? À qui ça sert? Ça sert à tout le monde. Des cas d'usage, il y en a partout. Encore une fois, il n'y en a pas que dans le marketing et la relation client, parce que ça, on entend beaucoup ça, marketing digital. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup utilisé pour adresser et pour mieux personnaliser. On a parlé de personnalisation client tout à l'heure. Mais c'est aussi intéressant pour la production. Alors, je ne vais pas dévoiler parce que ça va être évoqué dans la table ronde tout à l'heure, mais il y a beaucoup de sujets autour de la production. Il y a des sujets RH aussi. Quand je parlais tout à l'heure de Digital Inside et de faciliter le travail des employés, la data peut aussi permettre de mieux comprendre le comportement des salariés dans une entreprise et du coup de mieux les servir derrière. On commence à avoir ce genre de projet dans les entreprises. Bon, évidemment, l'informatique est au cœur des sujets, mais ça va sans dire. Et puis, bien sûr, distribution et marketing. Tout le monde est concerné par les cas d'usage. Alors, venons maintenant enfin au vif du sujet. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi donc, comme je vous le disais, j'interviens dans différents secteurs. C'est quoi les spécificités du monde de l'agroalimentaire sur ces sujets-là? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que d'abord, c'est un secteur... C'est le nombre des acteurs, en fait. C'est le nombre des acteurs. C'est-à-dire, si je prends l'exemple d'Orange, nous, on maîtrise tout depuis la production de la donnée jusqu'à l'utilisateur final. Alors, même si on a plein d'acteurs qui gravitent autour, on a plein, évidemment, de partenaires, de fournisseurs... N'empêche qu'entre le moment où on produit la donnée et le moment où elle arrive chez vous, on maîtrise tout. Donc c'est un peu plus facile. Dans l'agroalimentaire, ce n'est pas du tout le cas. C'est Vincent qui disait de la fourche à la fourchette tout à l'heure, mais il y a énormément d'acteurs. Et ça, quand on dit que la data, la valeur, elle est dans le partage, c'est déjà, la complexité, elle est déjà là. Donc ça, c'est ce que j'appelle le parcours client multi-acteurs, avec en plus, dans ce parcours, des acteurs qui vont peut-être être des intermédiaires. Donc il faut aussi faire attention que si on adresse une chaîne complète, et si on a un des acteurs de la chaîne qui se fait des intermédiaires, comment nous, on va continuer à fonctionner. Donc ça, et on travaille là-dessus, justement en travaillant sur les parcours, c'est-à-dire en regardant bout en bout les parcours, regardons où il y a de la valeur à imaginer, où la data, et plus largement, je n'ai pas envie de dire data, c'est où le numérique peut avoir du sens pour améliorer les choses, quels sont les acteurs qui gravitent autour de ce cas d'utilisation et comment je fais avancer les choses, comment je lance un groupe de travail sur ce sujet. La deuxième chose, c'est que vous avez un marché sous tension, on l'a vu sur le premier slide qui était le contexte global du monde de l'agroalimentaire, c'est un contexte très tendu, à la fois pour un contexte, je dirais, sociétal, environnemental, de demande consommateur, mais aussi évidemment tout ce qui est lié à la santé et puis aussi au financement. C'est un secteur où les finances ne tombent pas comme ça du ciel, comme dans d'autres secteurs que je connais mieux, qui sont les technologies. Donc il faut anticiper les risques. Vous travaillez aussi avec de la matière première vivante, donc ça, pour certains d'entre vous, ça aussi c'est quelque chose de très particulier. Il y a des réglementations de plus en plus nombreuses, de plus en plus contraignantes qu'il faut prendre en compte. Et là encore, ce sont des sujets qui peuvent avoir du sens quand on évoque des sujets de la data.
Et puis le dernier, qui me paraît peut-être le plus important et le plus différenciant par rapport aux autres secteurs, ça a déjà été un petit peu évoqué, et ça retouche encore une fois à cette notion de partage sur laquelle on revient souvent, c'est qu'on trouve dans vos secteurs une certaine culture du secret, où tout se passe souvent à l'intérieur de la R&D. Déjà dans une entreprise, dans une même entreprise, on a du mal parfois à discuter entre R&D et marketing. Et ça, si on veut vraiment chercher de la valeur à travers les données qu'on manipule, il faut casser ça, ce qu'on appelle casser les silos, discuter ensemble, et vous allez voir, on va trouver des sujets si on arrive à mettre dans une même salle différents acteurs déjà d'une même entreprise. Et on fait, donc travailler de façon plus agile, plus collaborative, plus dans la co-construction, déjà en interne. Oui, moi je travaille actuellement avec une entreprise où on a fait ce travail, qui est une entreprise classiquement, on trouve beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME comme ça, qui sont très structurées, organisées et qui ont une culture très centrée sur leurs produits. Leur bien, c'est leur catalogue de produits, leurs tarifs, et puis le produit, ce qu'il sera demain. Et toute l'entreprise est organisée par rapport à cette vision produit. Et on essaie de les amener, et c'est essentiel évidemment de maîtriser les choses, de maîtriser ces produits et d'avoir des idées sur ces produits. On essaye de les amener à retourner les choses en disant maintenant, on va essayer d'avoir une vision client. On va regarder votre produit, mais vu du client. Mettez-vous dans la peau de vos clients. Avec des petits ateliers, des petits groupes de travail. Et ça change tout. Ça change tout. Je citais l'exemple tout à l'heure d'un client qui me dit au début, ben voilà, nous on a envie, on a un produit, et puis on va faire un devis en ligne. On va permettre à nos clients de faire du devis en ligne. Très bien, super idée. Je commence à discuter avec lui, puis c'est une entreprise historique, patriarcale, qui existe depuis longtemps, avec des gens qui sont là depuis 25, 30 ans, qui ont des clients qu'ils connaissent depuis 20, 25, 30 ans, qui ont une relation personnelle avec leurs clients. C'est-à-dire que le client, il n'appelle pas l'entreprise, il appelle monsieur machin dans l'entreprise à qui il pose des questions. Et donc je leur dis, mais attendez, moi je suis client, donc là aujourd'hui, je connais monsieur machin, je lui pose la question directement, et demain, vous me demandez de faire le devis en ligne. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, moi. Moi, je préfère avoir toujours monsieur machin en ligne, parce qu'on discute, etc. Et je caricature un peu, mais ils ne s'étaient pas vraiment posé la question comme ça. Ils avaient lancé un projet de devis en ligne parce qu'ils pensaient que c'était bien, parce que pour eux, évidemment, ça leur facilitait leur travail, mais vu du client, c'est quoi la plus-value? Bof. Donc, on a travaillé ensemble et on a rajouté des services autour de ce projet de devis online. Et ça tombe bien, parce qu'à côté de ça, dans une autre équipe informatique, il y avait un projet qui s'appelait Forum Client. Alors, on a essayé de faire un projet commun. Et puis après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un atelier où on a invité des clients. Et les clients, on leur a montré ce qu'on avait en magasin, et ils ont dit, bah ouais, ça c'est vachement intéressant. Alors par contre, cette idée-là, nous on voit pas bien le truc. Par contre, si vous rajoutez tel truc, voilà. Et on a fait de la co-construction. Et puis finalement, les projets qu'ils avaient déjà lancés sont restés, voilà, on ne les a pas jetés, mais ils ont pris une autre dimension. Et on est un peu plus sûr que lorsque le produit sortira, lorsque le produit sera vraiment en ligne, on aura un bon écho des clients. Donc voilà comment il faut travailler aujourd'hui. Pour se mettre au big data, l'important c'est de mettre en place des groupes de travail, peut-être un référent interne, et puis faire de la formation, de l'accompagnement, du coaching pour justement faire plus de transversalité, plus d'agilité, plus de flexibilité. Oui, alors tu vas très très vite, mais parce que je suis peut-être un peu en retard, mais effectivement c'est ma dernière partie sur les quelques bonnes pratiques. Hein, comment on vit ça aujourd'hui au quotidien. Effectivement, il y a ce genre de choses. Donc je vous donnerai quelques convictions que moi j'ai, en tout cas, par rapport à ces sujets-là. Juste avant, quand même, en plus, ça introduit, je pense, la table ronde de tout à l'heure. C'est quoi les bonnes questions à se poser lorsqu'on travaille sur la data dans l'agroalimentaire? Si on prend un parcours assez générique, hein, avec tous les acteurs dont je parlais tout à l'heure, hein, équipementiers, producteurs, etc. C'est quoi les données? Elles sont produites où? Première question. Qu'est-ce que j'ai autour de moi comme données? Et puis, à partir de là, est-ce que ça peut m'aider pour gagner des marchés? Et puis pour gagner en performance industrielle. Ça, les vraies questions. Alors avec tout l'environnement qu'il y a autour de nous, mais les vraies questions, elles sont là. Première question, elles sont où les données? Alors, quand on regarde chacun des acteurs, évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est juste pour illustrer, puis c'est un peu verbeux comme ce qu'il y a à l'écran. Mais juste pour vous montrer que si on prend chacune des cases et qu'on regarde ce que chaque acteur peut mettre à disposition pour entamer la réflexion, il y a plein de choses. Alors, tout n'a pas forcément de sens, mais en tout cas, on peut déjà regarder ensemble.
c'est un secteur qui produit énormément de données. Malheureusement, aujourd'hui, les données, elles sont pas forcément exploitées et elles sont même pas forcément numérisées. C'est déjà un premier point. C'est-à-dire que moi, je trouve encore beaucoup d'entreprises où il y a des mains courantes. Je ne dis pas que les données mains courantes sont tout le temps intéressantes à numériser. Mais moi, j'ai des entreprises, par exemple, où on saisit tout le temps sur les mains courantes la température, la pression, etc. Ça changerait quoi si on les mettait dans un système et puis si on pouvait derrière faire quelques petites Les opérateurs et des statistiques, tablettes ou des smartphones et voilà. les rendre dedans. Parce que lorsqu'on va voir les gens du terrain et qu'on leur pose des questions, un peu comme le disaient les éleveurs de porc, ils me disent « mais moi je sens des choses. Je ne peux pas vous dire, je sais bien que tel jour ça se passe mieux. Je ne sais pas vous dire pourquoi. » Peut-être qu'en regardant ce qui se passe ce jour-là, peut-être que c'est une histoire de qui est présent ce jour-là, peut-être que c'est une histoire de je sais pas, de fonctionnement de telle ou telle machine ce jour-là. Et ça, on pourrait peut-être le savoir avec la donnée. Et une fois qu'on le sait, comme dans l'histoire avec les cochons, on peut constater, bon, somme toute, on a prouvé que. Mais une fois qu'on sait, on sait aussi quels sont les paramètres qui influent sur cette chose-là. Et du coup, on peut rentrer dans un système d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur ces paramètres. Ensuite, il y a les deux grands sujets. Donc, comment gagner en performance industrielle ? Si j'arrive à mettre dans une grande marmite des données qui sont, parce qu'on commence à mettre des capteurs sur les animaux, donc des données qui sont captées sur les animaux, captées sur les matières premières, les données d'énergie, de haute vapeur, les données qui sont dans les machines, les données qui sont sur les tracteurs, etc. Si on met tout ça dans une grande marmite, peut-être qu'on va en sortir de la valeur. Ça vaut le coup d'essayer. Et les mécanismes, les outils sont disponibles aujourd'hui. Il y a même des choses qui sont faisables sans quasi d'investissement. C'est-à-dire des choses qui sont faisables en ligne, où vous savez déposer des données quelque part et avoir un premier niveau de résultat. Donc allons-y, testons des choses. Alors oui, pardon. Voilà, les cas d'usage sur la performance industrielle, ils sont assez classiques. Comment j'optimise mon rendement, comment je dimensionne en fonction de paramètres, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. La maintenance prédictive, il y a beaucoup de choses autour de la maintenance prédictive, réduction du taux de panne, etc. Il y a des acteurs qui me disent, moi je ne comprends pas, je fais de la découpe de matière et puis je sais que dans la période de l'année, alors je pense que c'est lié à la météo, en fonction du taux de la caractéristique de ma matière première, j'ai des cartes électroniques qui pètent sur ma ligne. Je sais que je serai confronté à ça. Je n'arrive pas à savoir pourquoi. Et il se trouve que le problème, c'est que je lui dis, mais vous avez des données sur vos matières premières ? Il me dit, non, je les reçois, mais j'ai des feuilles, quoi. J'ai pas de données électroniques. Il va commencer à discuter avec vos fournisseurs qui vous abreuvent. Ils ont forcément des données sur la matière première. Commencez à les récupérer, et puis on va regarder. Peut-être qu'on ne trouvera rien, mais peut-être qu'on trouvera quelque chose. Et si on trouve quelque chose, tant mieux. Et puis, il y a la partie plus tournée vers les utilisateurs, où là, c'est pareil, on met ça dans une grande marmite, et puis on travaille sur la personnalisation, on l'a évoqué tout à l'heure, sur le parcours des clients, sur le packaging, etc., etc. Et puis sur les services tiers, c'est-à-dire faire à plusieurs, souvent on trouve de la valeur qu'on ne pouvait pas trouver tout seul. Rappelez-vous les exemples de Monsanto avec The Climate Corp. Voilà, j'y viens aux bonnes pratiques. Un premier écran sur... Alors je l'ai laissé en anglais parce que c'est une phrase connue. Alors il y a plein de choses qui gravitent autour des consultants en informatique et on appelle ça donc Think Big, Start Small, Fail and Scale Fast. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire évidemment qu'il faut avoir une vision, il faut penser, il ne faut pas se fermer au possible. Il faut vraiment élargir ses horizons et regarder tout ce qu'on est. Et c'est pour ça qu'il faut, plus on est dans une salle pour réfléchir à ça, plus on a d'idées. Si on est uniquement dans la R&D ou dans le marketing, on va présupposer du besoin du client avec la culture qu'on a et les idées qu'on a. Mais dès qu'on est plusieurs, les idées, c'est pas forcément toutes des bonnes idées, mais en tout cas, ça permet de se mettre un peu en instabilité et d'aller sur des terrains qu'on n'avait pas l'habitude d'explorer. Donc ce sont des techniques itératives avec des nouveaux outils que sont le travail sur les parcours. J'évoquais tout à l'heure le parcours client. Il faut évidemment cartographier les données, regarder le cadre réglementaire et sortir les bons sujets. Donc comment on démarre ? Déjà, si possible, avoir une idée. Évidemment, on commence nous par aller voir la direction générale et savoir si eux-mêmes
dans quel contexte on est. Est-ce qu'on voit des nouveaux entrants arriver qui nous font peur? Est-ce qu'on a des concurrents qui vont plus vite que nous? Est-ce qu'on a vu un acteur arriver dans le coin, une start-up, et se dit tiens, mais c'est intéressant ce qu'ils font, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un terrain d'entente entre nous? Enfin, voilà. Plein de moyens de démarrer un projet. Et après, le vrai sujet, c'est comment réussir à convaincre pour réunir un ensemble d'acteurs. Et plus c'est large, mieux c'est. Alors, il ne faut pas forcément commencer tout de suite large, parce qu'il faut déjà un peu cadrer et avoir des idées un peu... faire un tour d'horizon des premières idées pour ensuite élargir. Et pourquoi pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, élargir après avec les clients, voire même, et là c'est ce qu'on est en train de monter, avec les clients de nos clients. Quand on fait du B2B2C ou B2B2B2B2B2C comme vous le faites vous, ça peut être intéressant d'aller plus loin. Et même si au début on a peur, et c'est ce qui m'avait été dit, mais attention, ils sont concurrents, on ne les connaît pas forcément. Je dis, mais on va voir, invitons-les, et puis on va voir s'ils vont venir. Et ils sont venus. Et non seulement ils sont venus, mais à la fin de l'atelier qui a duré une demi-journée, ils nous ont dit, mais quand est-ce qu'on recommence? Parce que la co-construction avec vous, c'est vachement intéressant. Et puis nous, ça nous donne des idées aussi sur notre façon de faire. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'une entreprise, elle a une relation avec ses clients, mais sur un temps donné. Et quand moi je pose la question à mes clients, de dire, mais est-ce que vous savez me décrire votre client, les relations qu'il a avec vous? Ça, oui, je sais le décrire. Qu'est-ce qu'il fait le reste du temps? Avec qui il travaille? Combien de temps il passe avec vous par mois? Ah oui, tiens, je ne me suis pas posé la question. Je ne sais pas. Oui, mais ça c'est intéressant, parce que si on commence à mieux connaître ce qu'il fait par ailleurs, on peut même éventuellement trouver, c'est ce qui s'est passé, trouver des acteurs avec qui il travaille, qui sont aussi nos partenaires, et là on commence à pouvoir travailler en équipe. Alors je ne dis pas que c'est immédiat, que c'est simple, c'est un peu un changement de mentalité, mais honnêtement, à chaque fois qu'on a fait ce genre de travail, on a trouvé des cas d'utilisation qui se sont ensuite transformés en expérimentation. Et en général, je parlais tout à l'heure du cas de Livebox Foudroyer. À l'époque, on avait lancé 4 expérimentations chez Orange France sur ces sujets de la data. Ben, il y en a 3 qui ont perduré et une qu'on a jetée. Parce que finalement, l'expérimentation a montré que, bof, il n'y avait pas de valeur. Ben, ok, on arrête. Mais on a fait un truc sur 6 mois. Ça ne va pas coûter... voilà, on ne part pas sur des plans à 5 ans. Donc n'hésitez pas, les technos existent. D'où l'intérêt de se rapprocher parfois de certaines startups. Hein. Enfin, je pense... voilà, il y en a beaucoup d'abord en Bretagne. Il y a la French Tech à Brest, à Rennes, etc. Et on voit beaucoup d'entreprises, je pense à Ouest France, je pense au Crédit Agricole, qui s'entourent d'un volet de start-up pour continuer à être dans un bouillon d'évolution et voir ce qu'elles peuvent récupérer de ces gens qui voilà, sont plus jeunes, innovent, ont des idées et connaissent certaines technologies qui peuvent être appliquées éventuellement à leur domaine. Alors oui, c'est très vrai, n'hésitez pas à aller les voir. Juste un petit bémol quand même, c'est un peu la partie basse de l'écran, c'est attention aussi à ne pas oublier tout ce qu'on faisait avant. Vous voyez, j'ai les cheveux gris, ça fait longtemps que je fais de l'informatique. Tout ce qu'on faisait avant n'est pas à jeter. Ce n'est pas parce qu'on parle en anglais, ce n'est pas parce qu'on parle design thinking, UX design, méthode agile, innovation games, enfin j'en passe et des meilleurs, que c'est mieux. Il y a des choses très bien. Entreprise libérée, parce qu'ici, il y a une société célèbre, Poult, qui a lancé. On a eu beaucoup de sujets autour de ça. Il y a des choses très bien dans ces nouveaux concepts. Par contre, il faut adapter ça au contexte de l'entreprise. Et lorsqu'on a à travailler sur des nouvelles méthodes, encore une fois, on a toujours, nous les informaticiens, à faire tourner la boutique, à faire tourner le RP, et peut-être qu'on le changera demain et qu'on ira vers une solution en SaaS dans le cloud, mais dans un premier temps, il faut continuer à le faire fonctionner. Donc oui, les startups, mais n'oubliez pas quand même de des fois les ramener un peu sur terre. Attention aux puristes des nouvelles méthodes. Voilà, c'est juste ce petit bémol que je voulais vous dire. C'est plus des mariages auxquels je pensais. Merci beaucoup Gilles Bizet. On va peut-être passer la parole à la salle. Vous avez peut-être envie de réagir, poser des questions. Il y a déjà une question là-bas. Si vous avez envie d'apporter un témoignage ou de poser une question ou d'aller plus loin. Madame. Bonjour, Annabelle Quin, je suis juriste à l'UBS, l'université. Et je voulais revenir sur votre expérience du Big Data. Vous avez inventé des systèmes de croisement de données. Est-ce que vous les avez protégés juridiquement? Et si oui, comment? Alors ça, c'était une expérimentation qui est restée dans les laboratoires d'Orange, donc ça n'a pas été industrialisé, si vous voulez. Je ne saurais pas vous dire dans les détails, je n'ai pas participé moi-même directement au projet.
Par contre, si je peux parler de projets que je connais et qui sont Livebox foudroyé, ou bien on a eu un autre projet sur ce qu'on appelle l'anti-churn, désolé pour l'anglais encore, mais qui permettait de travailler sur la connaissance client, où là on a commencé à regarder effectivement est-ce qu'on avait le droit et comment on pouvait faire pour aller regarder sur Facebook, Twitter, ce qu'on disait, ce que les consommateurs, les clients Orange disaient sur leurs offres Orange, ou même éventuellement d'ailleurs sur la concurrence, pour être clair. Alors évidemment, là, on était le juridique. Alors effectivement, ça je ne l'ai pas dit, mais effectivement, les directions juridiques à un moment du projet sont essentielles, surtout quand on est sur des données personnelles. Données personnelles ou données de santé. En gros, c'est les deux grands sujets où il y a des vrais problèmes juridiques. Donc là, évidemment, oui, il faut regarder. Et on ne peut pas tout faire. On n'a pas le droit de tout faire. Et il y a beaucoup de sujets autour de ce qu'on appelle l'opt-in, opt-out. C'est-à-dire on est obligé de demander à l'utilisateur. Vous voyez bien ça quand vous allez sur les sites. On vous demande est-ce que vous acceptez que j'aille est-ce que vous savez qu'il y a des cookies sur le site. Les cookies, donc, c'est des choses qui permettent de stocker votre parcours en fait, sur le web, et ce sont des choses qui sont utilisées. C'est-à-dire que lorsque vous voulez acheter un nouvel appareil photo, vous faites 2-3 recherches, et puis pendant 3 mois plus tard, on vous propose encore des nouveaux appareils. Bon, c'est comme ça que ça marche, c'est parce que vous avez laissé des traces. Donc ça ne se fait pas sans réglementation particulière, effectivement. Oui. Il y a une autre question? Oui. Oui. Ma question concerne le réseau et la collecte d'informations. Alors, je vais préciser, très souvent dans l'industrie agro, l'emplacement des usines est, on va dire, paumé au milieu de nulle part. On peut très souvent ne pas avoir accès au réseau du client quand on installe des machines parce que justement c'est protégé et c'est tout à fait normal. Et on se retrouve sans possibilité d'avoir de réseau de type 4G et autres, puisque ça capte simplement pas, étant donné que c'est complètement paumé. Est-ce qu'il existe des solutions? Est-ce que vous travaillez là-dessus, justement, vous, en tant qu'opérateur, pour nous permettre d'aller chercher dans des endroits compliqués d'accès non filaire ces informations-là? Alors bien sûr, oui, on travaille sur ces sujets-là. On est même très fortement, contraint, incité en tout cas par les politiques pour déployer le plus vite possible. C'est pas simple, vous le savez tous. Moi, j'habite en campagne et pourtant je suis pas très loin. J'habite à Rennes, mais pas très loin de Rennes. Et pourtant, j'ai pas ADSL et j'ai un accès 4G qui est pas génial. Donc je sais que c'est compliqué, mais bien sûr, il y a plein de solutions. Il y a des vrais sujets au niveau du réseau. J'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, mais la question, on parlait d'industrie 4.0. C'est un vrai sujet, le réseau. C'est quoi le réseau d'une usine ou d'un centre de production demain? Est-ce que c'est la 4G? Je ne sais pas. Est-ce que c'est du Wi-Fi? Je ne suis pas sûr non plus. Est-ce que c'est du LoRa, Sigfox? Est-ce que c'est pas autre chose? Est-ce que c'est du réseau local? J'en sais rien. C'est une vraie question. Après, sur la connectivité dans les zones blanches, d'abord, il y a un commercial Orange dans la salle. Je vous invite à aller le voir tout à l'heure. Il en saura sûrement plus que moi sur la couverture réseau dans l'Ouest. Oui, il y a des solutions. Vrai, bon, voilà, on peut passer par le satellite, on peut passer par des solutions de ce type-là, le WiMAX ou des choses comme ça. Oui, il y a des solutions. Est-ce qu'il y a une autre question ou un témoignage ou une remarque ou... Non? Vous avez peut-être envie d'aller boire un café et de parler entre vous. Donc, je vais vous laisser vous détendre. Si tu permets, tout à l'heure, il y a eu 2 questions. Donc, une sur les référentiels, j'en ai un petit peu parlé. Oui, c'est un vrai sujet. Et ça, c'est un sujet qu'on traite depuis très longtemps, les informaticiens, qui reste vrai. On ne fera pas de data sans travailler sur les référentiels. C'est quoi un référentiel? C'est un référentiel produit, un référentiel client. Nous, chez Orange, encore une fois, quand on a travaillé sur ces sujets-là, entre un client qui a un mobile, un client qui a une Livebox, un client qui a la télé, un client qui a une offre mixte. Et en plus, c'est une famille. C'est-à-dire que monsieur, éventuellement, est chez SFR, madame est chez Orange, le gamin, il a... Comment est-ce qu'on connaît le client? Des fois, c'est par son numéro de téléphone, des fois, c'est par son adresse mail, des fois, c'est par son adresse, des fois, c'est par son numéro de Livebox. Et tout ça, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était siloté dans des systèmes. Pourquoi? Parce que l'entreprise s'est construite petit à petit. Et donc, on a créé des nouveaux systèmes et voilà. Et comment corréler tout ça? On avait, comme le disait Vincent, des data warehouses énormes dans lesquels on faisait des requêtes.
Et puis on avait de la perte en ligne. C'est-à-dire que des fois, on posait une question et puis on n'avait pas toutes les infos. Bon, bah, aujourd'hui, on a fait un travail pour que le client Tartampion soit connu par un identifiant. Au moins un unique. Voilà. Ça, c'est un travail qu'on peut tous faire sur les produits, sur les clients, sur les fournisseurs. Et le deuxième sujet qui a été évoqué, c'est comment on fait pour... j'ai plein de données, j'arrive pas à les corréler, etc. Enfin, on pourrait peut-être en discuter en aparté, mais si, quand même, aujourd'hui, on sait faire ce genre de choses. Enfin, depuis déjà quand même pas mal de temps, on a à travers ce qu'on appelait le BI avant, avec des techniques soit de AI, de TL, d'API, voilà. On sait quand même aujourd'hui mettre en relation les différentes données et on sait de plus en plus le faire, même si elles n'ont pas le même format. Regardez encore une fois avec Google ce qu'on sait faire.